Joanne, je te laisse introduire. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans notre webinaire d'aujourd'hui donc sur les zones à faible émission de mobilité, donc sur la région et en plus particulièrement celle de Saint-Étienne Métropole. Donc, merci d'avoir répondu à notre invitation d'Edel. Un petit mot sur Edel. Moi, donc, je m'appelle Joanne Gros, je travaille à Edel depuis 8 ans. Edel, c'est énergie durable dans les entreprises de la Loire. Donc, c'est un service public gratuit de la performance énergétique qui est ouvert à toutes les entreprises du département, quelle que soit leur taille et quelle que soit leur activité. Donc, on est en tout une équipe de 6 personnes qui vous accompagnent sur surtout en fait les leviers qui vont vous permettre d'améliorer votre performance énergétique. Donc, on va parler des consommations d'énergie de votre site à travers les achats d'énergie, à travers le comptage et l'analyse de vos consommations, à travers tous les postes de consommation que vous souhaitez optimiser, ou la mise en place d'énergie renouvelable ou de récupération de chaleur. Et puis, on va parler de mobilité plus particulièrement avec Cassandre, qui est là aujourd'hui, et Thibaut. Et voilà, pour vous permettre d'améliorer la performance de vos déplacements. Donc, Cassandre, je te laisse la parole pour animer ce webinaire. Ok. Alors, c'est un sujet d'actualité puisque Saint-Étienne Métropole a ouvert sa zone à faible émission le 31 janvier 2022. Donc, c'est assez récent. C'est pas la seule zone faible émission dans la région. C'est pas la seule de France et c'est pas la seule d'Europe. Et c'est des zones qui sont aussi en train d'évoluer au fur et à mesure, qui vont restreindre de plus en plus de véhicules. Donc voilà, l'idée, c'était de vous faire une explication de qu'est-ce que c'est une zone à faible émission, quels sont les véhicules qui vont pouvoir entrer ou pas. En fonction des différentes zones, il n'y a pas les mêmes critères. Et puis, on vous fera aussi une présentation des aides financières qui existent, qu'elles soient nationales ou locales, pour renouveler votre flotte de véhicules. Donc, on est accompagné aussi de Pierre Brun, de Saint-Étienne Métropole, qui vous présentera spécifiquement la zone faible émission de Saint-Étienne Métropole et les aides locales. Alors, je commencerai par vous présenter ce que sont les zones faible émission en général, où est-ce qu'elles sont situées en Europe, où est-ce qu'elles sont situées en France, les conditions pour entrer en ZFE. Donc, ZFE, c'est l'abréviation pour zone faible émission mobilité. Je pense que c'est le terme qu'on utilisera pour gagner un peu de temps. On présentera les différentes ZFE de la région, donc celle de Grenoble, celle de Lyon et celle de Saint-Étienne, et les aides financières. Donc, concrètement, une zone faible émission, qu'est-ce que c'est ? C'est une zone dans laquelle la circulation des véhicules qui ne répondent pas à certains critères, donc c'est des véhicules qui vont émettre trop de polluants atmosphériques, ne vont pas être autorisés dans cette zone. L'objectif, c'est de préserver la santé des résidents. Voilà, c'est des véhicules qui vont émettre trop de particules, trop de polluants qui vont atteindre la santé des résidents, qui vont se concentrer au même endroit. Donc, c'est des zones où, comme on a des concentrations trop importantes de polluants, on va demander aux véhicules qui ne répondent pas à certaines normes de ne pas y pénétrer. Donc, une ZFE, ça concerne une zone géographique précise. Ça va impacter, selon les ZFE, soit les véhicules professionnels uniquement. Sur certaines ZFE, on a véhicules professionnels et véhicules des particuliers qui vont être impactés. Donc, les véhicules, ils sont restreints sur la base de leurs émissions polluantes. Et donc, en France, c'est le système des vignettes critères qui est choisi. Et une zone faible émission, ça a une durée aussi. Donc, soit c'est toute l'année, 24 heures sur 24, ce qui est la majorité des ZFE. Il y en a certaines dans d'autres pays qui sont uniquement l'hiver ou uniquement en journée. Non, en général, en France, vous n'allez pas retrouver ce type de ZFE. Et les ZFE sont indiqués par le panneau que vous voyez à droite. Donc, zone interdit. Interdit à qui? À certains véhicules. Donc là, en l'occurrence, sur ce panneau, vous voyez, c'est les poids lourds et les véhicules utilitaires. Et sauf si elles sont catégorie vignette critères, donc 0, 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, par exemple, les véhicules exclus, c'est ceux qui n'ont pas de vignette critères parce qu'ils sont trop anciens. Donc, il n'y avait pas encore le système critère à cette époque. Donc ça va être le cas, par exemple, de la zone faible émission de Saint-Étienne.
sans vouloir tout vous dévoiler maintenant. Et donc, vous pouvez vous repérer avec ces panneaux pour savoir quels sont les véhicules qui peuvent entrer dans la zone ou pas. Alors, d'où est-ce que ça vient? Je vous ai dit qu'il y en avait plusieurs en Europe. Le but d'une ZFE, c'est à la fois de réduire la pollution de l'air sur une zone particulière et aussi de renouveler de manière un peu accélérée la flotte automobile. C'est-à-dire qu'on va inciter tous les véhicules, ça va inciter les véhicules à être moins polluants. Donc, on en recensait en 2020 247, ce qu'on appelait les Low Emission Zones, sur 13 pays européens. Le premier, c'était en Suède en 98. Et en France, c'est arrivé plus tardivement. Et ce qu'on remarque sur les zones faible émission, version européenne, les plus anciennes, c'est qu'elles sont efficaces. On va dire une bonne nouvelle. On crée des restrictions, mais elles ont un impact. En moyenne, on va avoir une diminution de près de 30% des dioxydes d'azote et des particules qu'on appelle les PM10, donc ces particules fines, et jusqu'à 12% de moins de particules PM2,5, c'est les particules vraiment très fines qui vont aller plus profondément dans les bronches. Donc, il y a un impact santé qui sera indéniable sur les zones faible émission. On constate aussi qu'une plus une zone faible émission est restrictive en termes de véhicules, qu'elle l'accepte ou pas, évidemment, plus ses effets sont bénéfiques. Donc, c'est un enjeu financier, enfin un enjeu sanitaire, et c'est aussi un enjeu financier parce que la qualité de l'air a un coût. Dès qu'il y a des personnes qui ont des maladies qui sont liées à la qualité de l'air ou des décès, voilà, ça va avoir un impact financier qui est estimé à plus de 101 millions d'euros en France par an. La pollution de l'air, ça provoque la mort anticipée de 40 000 personnes en France en moyenne et 310 000 en Europe. Et les cartes que vous voyez ci-dessous, ce sont des projections de l'Agence européenne pour l'environnement. Pour vous expliquer très rapidement, la carte de gauche, ce sont les zones où voilà, plus c'est rouge, plus l'espérance de vie va être réduite en raison de la qualité de l'air. Et en mettant en place des actions pour améliorer la qualité de l'air, on aurait la carte de droite. Donc voilà, on voit que le but, c'est un enjeu sanitaire de ne pas impacter l'espérance de vie des Européens. En France, ce qui est prévu, c'est qu'en 2025, toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants devront mettre en place une ZFE. Donc, celles qui sont déjà en place, c'est celles de Grenoble, du Grand Paris, Strasbourg, Lyon, Grenoble, j'ai dit 2 fois Grenoble, Nice, Toulon, Aix-Marseille, Montpellier, Toulouse et Saint-Étienne. Et vous voyez sur la carte de droite, toutes celles qui devront être créées d'ici 2025. Alors, les critères pour entrer dans une ZFE, ça va être d'avoir une vignette critère. C'est-à-dire que même si vous avez le droit d'être dans la zone faible émission, il faut que vos véhicules soient équipés de cette vignette. Parce que c'est ça qui va être utilisé lors des contrôles, notamment. Donc, si vous avez un véhicule qui est autorisé en ZFE, mais que vous n'avez pas de vignette critère, vous risquez quand même une sanction. Donc, il faut, voilà, la première consigne, ça va être d'équiper tous les véhicules de vignette critère. Ça va être aussi utilisé parfois lors des épisodes de pollution, où là, c'est la préfecture qui va autoriser certains véhicules et pas d'autres. Donc, vous voyez à droite une présentation des vignettes critères en fonction des véhicules. Où vous avez une différence entre des véhicules essence ou diesel au niveau des dates de production du véhicule. C'est ça qui va vous indiquer quelle vignette critère elle a. Mais bon, de toute façon, le plus simple, c'est d'aller sur le site du gouvernement sur les vignettes critères et avec la plaque d'immatriculation de vos véhicules, enfin avec c'est ça. Ils vont dire automatiquement de quel critère relève votre véhicule. Donc, c'est une vignette qui se base sur les NO2 et les particules fines. Et donc, c'est une norme qui est européenne. Vous avez aussi des euros qui sont différents pour les poids lourds que vous retrouvez ici. Je fais une parenthèse sur le CO2. Il n'y a pas de lien, en fait,
entre les vignettes critères et le CO2. C'est deux choses qui sont différentes. C'est-à-dire que la vignette critère, elle a pour but une pollution locale, une pollution aux particules, alors que le CO2, ça va être une pollution plus mondiale sur les gaz à effet de serre. Donc, ça va être deux dispositifs qui sont séparés. Le CO2, vous allez pouvoir avoir une indication, par exemple, avec le score carbone qui est indiqué maintenant de manière obligatoire pour tous les véhicules. Donc, pour rappel, hein, le secteur des transports, il est responsable en France de 38% des émissions de gaz à effet de serre. Donc, ça reste un enjeu, mais c'est un enjeu différent que celui des ZFE. Ce qui est déjà mis en place pour information, c'est le malus écologique. C'est-à-dire que vous avez des bonus écologiques si vous achetez des véhicules propres et des malus écologiques si vous achetez des véhicules qui ont des niveaux d'émissions de CO2 supérieurs. Là, ça commence à 117 grammes de CO2 par kilomètre. Et il faut savoir aussi qu'à l'horizon 2030, les véhicules qui émettent plus de 95 grammes de CO2 par kilomètre ne pourront plus être vendus. Et on s'attend aussi à ce que d'ici 2040, peut-être avant, il y ait une interdiction de vente des véhicules thermiques. Donc, il y a quand même un lien avec les ZFE sur la partie renouvellement des véhicules. Alors, les ZFE sur la région, je vais commencer par celle de Grenoble. Donc, vous avez la carte à droite, ça concerne 27 communes, sachant que l'autoroute et les rocades ne sont pas concernés par la ZFE. Donc, c'est vraiment pour pénétrer dans les communes que là, il faut se mettre en conformité. Donc, ça concerne les véhicules utilitaires et les poids lourds. Donc, pour savoir, vous regardez votre carte grise, c'est les catégories N. Et c'est une ZFE qui est valable 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Ce qui est déjà en place, c'est que les poids lourds et les véhicules utilitaires légers, critères 5 et 4 ne peuvent déjà plus entrer dans la ZFE. Dès cet été, ce sera les critères 3 et d'ici 2025, ce sera également les critères 2. Donc, il y aura uniquement sur Grenoble et les communes concernées par la ZFE, les critères 1 et les critères 0 qui pourront pénétrer sur la ZFE pour les véhicules utilitaires et poids lourds. Sur Lyon, ça concerne 5 villes. Donc, vous avez la carte aussi à droite. Donc, depuis 2020, ce sont les poids lourds et les véhicules utilitaires légers qui sont ciblés. Donc, déjà aujourd'hui, les critères 3, 4, 5 en poids lourds et utilitaires légers ne peuvent pas circuler sur la ZFE de Lyon. À partir de cet été, tous les véhicules catégorie 5 seront interdits sur la ZFE, donc les véhicules particuliers aussi. Et progressivement, la métropole de Lyon a prévu d'exclure tous les véhicules, catégorie 4, 3 et 2. On n'a pas de calendrier précis, les concertations viennent d'avoir lieu, mais ce sera entre 2023 et 2026. Donc, comme pour Grenoble, on pourra uniquement circuler en ZFE avec un critère 1 et un critère 0. Voilà, et donc maintenant, je laisse la parole à Pierre Brun pour vous présenter la ZFE de l'agglomération stéphanoise. Merci Cassandre. Du coup, pour vous parler de la ZFE stéphanoise, effectivement, on va la définir selon 3 critères. Tout d'abord, donc le périmètre géographique qui vous est projeté actuellement, donc qui est le fameux triangle autoroutier stéphanois, c'est-à-dire avec délimité par la 72 à l'est, la RN 88 au sud de Saint-Étienne, et puis à l'ouest, la M201 qui passe là sous Saint-Genélaire et qui va jusqu'à Villars. Ce périmètre, donc, il est intéressant pour nous parce qu'il est relativement dense, c'est-à-dire qu'on a 140 000 habitants à l'intérieur de cette zone. Ce périmètre, il faut savoir qu'il est déjà utilisé pour des notions de qualité de l'air lors des gros pics de pollution où parfois la préfecture est amenée à déclencher la circulation différenciée, donc qui s'appuie sur les vignettes critères qu'on utilise aussi dans la ZFE. Si ce n'est que les gros pics de pollution, il y en a que
2 ou 3 jours par an, alors que la ZFE, j'y reviendrai, c'est un dispositif qui s'applique de manière permanente. Peut-être pour terminer sur ce périmètre, une notion très importante à bien détailler, c'est qu'on parle bien de l'intérieur du triangle autoroutier. Pour être très clair, ça veut dire que, comme dans la plupart des autres zones à faible émission, le trafic de transit n'est pas ciblé par les restrictions de circulation et de stationnement qui s'appliquent à l'intérieur de la ZFE. Donc, dit autrement, ça veut dire qu'une fourgonnette ou un poids lourd qui viendrait de Saint-Chamond, qui irait à Firminy, en passant par la RN 88, ne sera pas visé, ne sera pas ciblé par la ZFE. De la même manière, si elle part de l'arrêt Camarie pour aller à Andrézieux-Bouthéon, qu'elle reste sur l'autoroute, elle n'est pas ciblée. Par contre, dès qu'elle rentre à l'intérieur de ce périmètre, pour aller livrer, pour faire une intervention, pour aller faire le plein d'essence, que sais-je, si elle rentre à l'intérieur du périmètre bleu, elle doit respecter les critères définis par la ZFE. Voilà un petit peu pour le périmètre géographique. Le périmètre temporel maintenant, comme je l'ai dit, par rapport au dispositif de pic de pollution géré par la préfecture, où là on est vraiment sur un nombre de jours très très réduit chaque année, nous, la zone à faible émission se veut être un dispositif permanent qui s'applique donc 365 jours par an, 24 heures sur 24, donc 7 jours sur 7. Donc c'est bien toute l'année que l'on doit respecter ces restrictions. Voilà pour le périmètre temporel. Et du coup, pour les véhicules maintenant qui sont concernés, on cible, nous, exclusivement les poids lourds et les véhicules utilitaires légers. Alors là-dessus, on n'a rien inventé. Là aussi, on suit la même démarche que les autres métropoles qui mettent en place ces zones à faible émission. Pourquoi cibler ces véhicules-là en priorité? Parce qu'on constate que, bon an, mal an, ils contribuent pratiquement à la moitié de la pollution du secteur automobile, en local, j'entends, qui est due à ces véhicules-là. Donc, très concrètement, en volume, on a évidemment beaucoup moins de poids lourds et de véhicules utilitaires légers que de véhicules des particuliers, on est bien d'accord. Par contre, les fourgons-fourgonnettes et les poids lourds sont des véhicules beaucoup plus émetteurs de polluants que les véhicules des particuliers. Donc, en résumé, c'est ce qu'on vous a mis en vert pour être très clair. Ça veut dire que tous les véhicules légers, les 2 roues et les bus aussi, ne sont pas ciblés par les restrictions de circulation et de stationnement définies dans la ZFE. Une toute petite parenthèse rapide pour les bus. Les bus, on ne les a pas mis. Ça s'explique. Il y a 2 arguments. Le premier argument, c'est que la loi impose déjà, lors du renouvellement des bus, d'acheter un certain pourcentage de bus dits à faible émission. Donc, en gros, les bus ils sont déjà très cadrés par la loi, indépendamment de la ZFE. Et puis, le deuxième critère, c'était que, de manière générale, on préfère quand même avoir 50 personnes dans un bus plutôt que de devoir gérer 50 véhicules qui au final pollueraient beaucoup plus que le bus lui-même. Voilà un petit peu pour les véhicules. Juste pour terminer peut-être sur les véhicules, il y a une subtilité si on est puriste dans les véhicules utilitaires légers. Si on regarde le journal officiel, on constate qu'il y a une catégorie particulière qui est dérivée des véhicules particuliers, qui s'appelle donc catégorie identifiée comme dérive VP, mais qui est bien classée dans la catégorie des véhicules utilitaires légers. Concrètement, ces dérives VP, c'est ce qu'on appelle vulgairement les véhicules de société, les Mégane, les 308, donc sans banquette arrière, dont on a démonté la banquette arrière. Alors, ces véhicules-là, par contre, pour des problèmes de pratico-pratique d'identification et puis même de pollution, vu que c'est des véhicules
dérivés de véhicules particuliers. Dans la ZFE, on les assimile à des véhicules particuliers, c'est-à-dire qu'eux auront le droit de rouler, ne sont pas ciblés par les restrictions. Donc vraiment, les restrictions ciblent les fourgons, les fourgonnettes et les camions, et les poids lourds. Voilà un petit peu pour les véhicules concernés. À savoir que dans ces véhicules, concernés, l'État a quand même mis en place des exemptions, donc des exemptions qui s'appliquent de manière permanente par décret ministériel dans toutes les ZFE de France. On ne peut pas y déroger, qui visent effectivement les véhicules d'intérêt général. Je pense notamment à tout ce qui est aux véhicules de police, par exemple, les véhicules du SAMU, etc. Les véhicules de l'armée, du ministère de la Défense et les véhicules pour les personnes handicapées. Ça veut dire que pour ces trois types de véhicules-là, ils peuvent circuler, quelle que soit leur vignette critère, dans toutes les ZFE. Ça, c'est pour les exemptions nationales. Et à ces exemptions nationales viennent s'ajouter des dérogations temporaires prises au niveau de chaque zone à faible émission. Et du coup, localement, pour Saint-Étienne Métropole, on a mis en place des dérogations, très peu de dérogations finalement, des dérogations assez limitées. Donc, on va retrouver des dérogations pour les véhicules affectés aux associations agréées de sécurité civile. Ça, on rejoint un petit peu les exemptions nationales. On a rajouté les véhicules de convoi exceptionnels à l'exclusion des véhicules d'encadrement. Ça, pour des raisons de bon sens, on va dire. De la même manière, les véhicules dont le propriétaire est convoqué par un service de l'État pour le contrôle de son véhicule, là, il pourra bénéficier d'une dérogation. Attention toutefois, cette dérogation sera très temporaire, puisqu'elle sera attribuée sur 2 jours, pour 48 heures, c'est-à-dire pour le jour de la convocation, et qu'on laisse déborder de 24 heures supplémentaires. Donc là, pour le coup, ça sera vraiment des dérogations très, très temporaires. On a ensuite tous les véhicules utilisés dans le cadre d'événements ou de manifestations se déroulant sur la voie publique, donc des événements que ce soit économiques, festifs, sportifs ou culturels. Typiquement, on avait été questionné sur les véhicules qui pourraient être utilisés dans le cadre du cinéma, s'il y a des films qui sont tournés, etc. Là, on peut mettre en place ce type de dérogation. Là, on est vraiment sur des cas un peu singuliers, un peu particuliers. Ce qui va plus potentiellement vous concerner, je pense, ce sont les dérogations suivantes. Donc, la 5e dérogation qui concerne les véhicules utilisés par les établissements qui peuvent justifier de l'achat de véhicules de remplacement avec des délais de livraison très importants. Donc là, l'idée, c'est de dire que les véhicules ciblés, interdits, restreints par la circulation, par la ZFE, bien évidemment, si vous êtes en capacité de dire, écoutez, moi je suis ennuyé, j'ai joué le jeu, il y a la ZFE, j'ai commandé mon nouveau véhicule, mais malheureusement, compte tenu de la situation actuelle, mon véhicule ne peut pas m'être livré avant 12 ou 18 mois, on saura vous accorder une dérogation. Là aussi, la dérogation, elle est limitée dans le temps, elle sera accordée pour 12 mois pour les véhicules utilitaires légers, les fourgons, fourgonnettes, et pour 18 mois maximum pour les poids lourds, à partir donc de la date du bon de commande. On a des dérogations un petit peu spécifiques pour les gens qui travaillent sur les marchés, donc qui disposent de véhicules aménagés. On pense notamment aux véhicules frigorifiques. Donc là-dessus, qui peuvent effectivement bénéficier de dérogations, mais là, c'est spécifique aux gens qui travaillent sur les marchés. Et par contre, de manière plus générale, on a une dérogation toujours sur ces véhicules aménagés, c'est identifié VASP, pour les véhicules qui circulent très peu. Donc là-dessus, ça a été borné, c'est les véhicules qui parcourent moins de 1000 km par an. Donc là-dessus, on fait l'analyse, la dérogation, elle est octroyée sur la base du contrôle technique qui permet de valider le kilométrage. La dernière catégorie, c'est à la marge, sur les poids lourds et les fourgons, fourgonnettes, c'est les vieux véhicules de collection. Voilà un petit peu pour les dérogations. On a ensuite le calendrier.
avec la volonté qu'on a eue au niveau de la métropole d'avoir une mise en place qui se voulait progressive. Donc, vous avez dû voir fleurir là, tout autour des entrées-sorties d'autoroute les panneaux de zone à faible émission que vous a présenté Cassandre en préambule. Et vous constaterez que sur ces panneaux, en fait, on a bien ciblé uniquement les véhicules non classés, c'est-à-dire les véhicules qui ne peuvent pas disposer de vignettes critères parce qu'ils sont antérieurs à octobre 2001 pour les poids lourds, pour les camions, et antérieurs à 97 pour les fourgons-fourgonnettes. Donc, on est quand même sur des véhicules très âgés qui a plus de... pour les fourgons-fourgonnettes, on dit antérieur à 97, donc ça fait plus de 23-24 ans. Donc, on touche une toute petite partie du parc. Et c'est pour ça qu'on a clairement la volonté de ne pas appliquer de dérogation ou très peu de dérogation par rapport à l'âge de ces véhicules. C'est moins de 1% du parc des fourgons-fourgonnettes. Donc, on est vraiment à la marge. L'idée pour nous, c'est surtout d'avoir cette première étape plus comme une approche pédagogique qui permet effectivement de faire un peu ce qu'on fait ce matin, de sensibiliser les acteurs et les professionnels pour qu'ils puissent notamment anticiper les étapes à venir. Donc, la seconde étape, elle est sur janvier 2025. Alors là, elle va commencer à toucher un peu plus de véhicules, un peu plus de 2% de poids lourds et puis plus de 6% des fourgons-fourgonnettes. Et en tout cas, on sait, si nous on fait l'analogie avec nos flottes captives à la ville de Saint-Étienne ou même à Saint-Étienne Métropole, on se rend compte qu'on sait respecter cette échéance pour les vignettes 4 et 5 en janvier 2025, mais qu'il faut vraiment anticiper et dès à présent renouveler, accélérer un petit peu le renouvellement de certains véhicules pour être en capacité de respecter cette échéance. Et la troisième échéance prévue, elle qui est encore plus contraignante, même si l'horizon peut sembler un peu plus lointain, elle doit là aussi être très anticipée, puisqu'elle nous amène en janvier 2027 pour tous les véhicules poids lourds et véhicules utilitaires légers munis d'une vignette critère, c'est-à-dire quand ça cible les poids lourds d'avant 2014 et les véhicules utilitaires légers d'avant 2011. Alors attention, parce que là, ça paraît loin, mais pour autant, pour les fourgons-fourgonnettes, si on se projette sur ce que devrait être le parc en 2027, on constate que si on n'y prend pas garde, ça sera 16% du parc qui serait concerné. Donc là aussi, vraiment, on vous invite à intégrer dès à présent ce calendrier, ces étapes-là, pour bien anticiper, pour bien être en capacité de renouveler vos flottes, pour ne pas attendre effectivement 2026, parce que là, il sera trop tard. Ça fera un volume effectivement potentiellement énorme. Pour terminer un petit peu sur ce calendrier, il est quand même issu des différents échanges, des différentes concertations qu'on a pu avoir avec les fédérations, avec les chambres consulaires, avec également, j'en parlais tout à l'heure, même nous, la capacité qu'on avait au niveau des gestions de flotte des collectivités, qu'est-ce qu'on était capable de respecter. Et effectivement, ce calendrier, il est venu de cette analyse-là, de ces concertations-là. Et pour terminer, rappeler du coup que ces ZFE sont cadrées réglementairement. On a parlé Cassandre a parlé de la loi L'Homme et puis de la loi Climat Résilience, là, qui imposait aux collectivités de plus de 150 000 habitants, voilà, au plus tard en janvier 2025, d'avoir ces ZFE-là. Et du coup, bien évidemment, la loi met en place un contrôle-sanction. C'est la dernière slide. Cassandre, si tu l'as, merci. Voilà. Et du coup, sur ce contrôle-sanction, juste pour dire qu'effectivement, un véhicule qui circulerait, donc qui pénétrerait dans la zone à faible émission, dans le triangle autoroutier, sans y être autorisé, s'exposerait à des amendes de 3e classe pour des fourgons-fourgonnettes, c'est-à-dire une amende de 68 € ou une amende de 4e classe, donc 135 € pour les poids lourds. Donc très concrètement, ça veut dire que je suis passible d'une contravention si je circule ou je stationne dans la zone à faible émission depuis le 1er février sans vignette critère, puisque seuls les gens qui ont les vignettes critères sont autorisés à circuler
dans les ZFE, en tout cas pour je parle de véhicules poids lourds et véhicules utilitaires légers, donc camions, fourgons, fourgonnettes. Il n'en demeure pas moins que la loi stipule que tous les véhicules doivent être équipés dans les ZFE, doivent afficher leur vignette critère, donc potentiellement, même s'ils ne sont pas restreints, les véhicules des particuliers qui ne seraient pas équipés de vignette critère potentiellement pourraient être également verbalisés. Donc, vous l'aurez compris, ça veut dire qu'on vous invite vraiment à afficher, à coller cette vignette critère sur tous vos véhicules qui peuvent en disposer. Et puis, pour les fourgons, fourgonnettes et poids lourds qui ne peuvent pas disposer de ces vignettes critères parce qu'ils sont trop âgés, trop antérieurs, ça veut dire qu'aujourd'hui, ils ne peuvent plus circuler ou stationner à l'intérieur de ce triangle autoroutier sous peine effectivement d'être verbalisés. Voilà un petit peu pour ma présentation sur la ZFE stéphanoise. Cassandre, je te laisse la main. Merci. Alors, il n'y a pas de questions à ce stade-là sur la partie de présentation des ZFE. Donc, si jamais vous en avez, n'hésitez pas à les poser, on les prendra à la fin. On va passer à la troisième partie qui concerne les aides financières pour le renouvellement du parc roulant. Parce qu'on sait qu'un renouvellement accéléré, ça demande parfois des engagements financiers qui n'étaient pas forcément prévus. Donc, je vais commencer avec les aides nationales et puis après, on vous présentera celles qui sont propres à Saint-Étienne Métropole. Donc, vous avez tout d'abord le bonus écologique, donc qui est une aide nationale que vous demandez après l'achat de votre véhicule, sachant que la plupart des concessionnaires proposent de le déduire du montant de votre véhicule quand vous l'achetez. Attention, vous avez 2 barèmes ci-dessous. Le premier, celui de gauche, il est valable jusqu'au 30 juin 2022, donc jusqu'à cet été, parce qu'à partir du 1er juillet, le montant du bonus écologique va diminuer. Et puis, il va diminuer progressivement. Donc, l'idée, c'est aussi de pouvoir faire ces commandes de véhicules le plus tôt possible pour pouvoir bénéficier de la meilleure subvention sur le bonus écologique. Cela dit, sur la camionnette, ça ne va pas diminuer cette année encore. La deuxième aide que vous pouvez demander, c'est la prime à la conversion. Donc, la prime à la conversion, ça demande une condition supplémentaire, c'est-à-dire qu'au moment où vous achetez un nouveau véhicule qui est peu polluant, il faut que vous ayez mis au rebut un ancien véhicule qui est au minimum critère 3 ou 4 ou 5 ou sans vignette critère. Donc, c'est une conversion, on enlève de la circulation un véhicule qui était polluant et on le remplace par un véhicule peu polluant. C'est cumulable avec le bonus écologique. Alors, il y a beaucoup de barèmes qui existent. Il y a vraiment plein de cas particuliers. Donc, quand je vous enverrai la présentation, vous pourrez cliquer directement ou aller directement sur le site primealaconversion.gouv.fr pour aller regarder le barème qui vous correspond. Vous pouvez faire des simulations en ligne, sachant que pour un véhicule utilitaire léger, vous allez être sur un montant de prime entre 3 000 et 9 000 euros. Une question qui nous est souvent posée, c'est est-ce qu'il y a des aides sur les bornes de recharge? Parce que dans les renouvellements de véhicules peu polluants, en fait, vous allez avoir les véhicules électriques, les véhicules gaz, certains se lancent sur de l'hydrogène. Donc, il y a une question de recharge de véhicules. Pour les recharges de véhicules électriques, il y a un programme qui s'appelle Advenir qui existe. Donc, vous avez le site également sur cette diapositive et qui finance l'installation de points de charge pour véhicules avec des aides qui sont situées entre 20 et 60%, qui diminuent aussi dans le temps. Donc, pareil, l'idée, si vous voulez avoir le taux maximum, c'est de faire sa demande le plus tôt possible. La seule condition, ça va être de passer par un installateur de bornes qui est qualifié IRVE. Voilà. Et donc, ça peut être des bornes pour votre flotte personnelle, voilà, la flotte de véhicules professionnels que vous avez, ou pour les véhicules de vos salariés. Ça peut être aussi une borne qui est sur votre parking, mais qui est ouverte au public, notamment vos visiteurs. Ça veut dire qu'il faut qu'elle soit équipée soit de monétique, soit qu'il faille passer une carte devant pour pouvoir comptabiliser qui se charge dessus. Et il y a aussi une spécificité pour les hôtels, restaurants et commerces
qui veulent installer des bornes. Voilà, ça ne va pas être les mêmes montants d'aide en fonction de ces 3 catégories. Alors, il y a une question sur le programme Advenir qui s'arrêtera en mars 2022. Il a été prolongé. Donc, pour l'instant, il est toujours valable. Le programme C2E a été prolongé. Mais voilà, comme c'est des programmes C2E, ils sont limités dans le temps et ils prévoient des baisses au fur et à mesure. Voilà. C'est malheureusement tout pour les aides nationales. Et on va passer à celle sur Saint-Étienne Métropole. Donc, du coup, pour les aides de Saint-Étienne Métropole, on a souhaité effectivement compléter un petit peu les aides nationales en s'appuyant un petit peu sur le même principe, notamment celle qui vise la prime à la conversion. Ça veut dire que notre fonds d'aide pour renouveler les véhicules, il va vraiment viser le renouvellement, le remplacement de véhicules, on va dire, jugés polluants par des véhicules moins polluants. Donc, ça veut dire que on va exiger, entre guillemets, la mise au rebut du vieux véhicule, la mise à la case du vieux véhicule. L'aspect, on va dire, entre guillemets, polluant du vieux véhicule, et bien, on va s'appuyer sur les vignettes critères. Donc, la mise au rebut du véhicule, c'est un véhicule qui est soit non classé, soit sinon classé critères 3, 4 ou 5. Et par contre, effectivement, on disait le remplacer par un véhicule moins polluant. Alors, les véhicules moins polluants, ils sont considérés comme les véhicules à motorisation électrique ou motorisation gaz naturel. Donc, c'est soit le GNV, soit les véhicules électriques. Aujourd'hui, au niveau des cibles, on cible bien toutes les entreprises. Alors, on cible, pardon, justement, on ne cible pas tout à fait toutes les entreprises, puisqu'on va être capable d'accompagner principalement les TPE et les PME. Les grands groupes ne peuvent pas bénéficier ne bénéficieront pas des aides de la métropole. Par contre, oui, tout pour les TPE, pour les PME, les micro-entrepreneurs, etc. Également, on va faire apparaître les associations. Pour l'instant, on est donc sur une base de 3 véhicules maximum par structure. Pour être tout à fait transparent avec vous, on est en train d'évoluer, on a eu quelques demandes, on est en train de faire évoluer notre règlement pour passer de 3 à 5 véhicules maximum. Mais bon, voilà, quoi qu'il en soit, ça reste borné en nombre de véhicules. Et par contre, les véhicules, donc que ce soit électrique ou GNV, peut être acheté en acquisition ou en location, que ce soit de la LOA ou de la location longue durée. Également, sur le type de véhicule, on peut être amené à financer des véhicules qui seraient achetés d'occasion. C'est pas forcément du neuf, même si pour nous, c'est un peu plus dur à gérer pour l'occasion. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Mais voilà un petit peu le cadre de notre règlement pour les aides. Maintenant, sur les montants octroyés. Alors, ah oui, juste avant de parler on va parler des montants. On reviendra sur le montage aussi après. Sur les montants octroyés, donc j'ai dit il y avait 2 motorisations. La motorisation gaz naturel. Donc la motorisation gaz naturel, les aides, elles sont calculées sur le surcoût hors taxe entre le véhicule au gaz naturel et son équivalent en diesel, avec des plafonds selon les typologies de véhicules. Ça veut dire que pour les poids lourds, on va financer 50% du surcoût hors taxe, avec un plafond fixé à 15 000 € pour les poids lourds, fixé à 10 000 € pour les fourgons et 1 500 € pour les fourgonnettes. Ça, c'est pour le GNV. Alors, typiquement sur le GNV, voilà, on vous a montré l'exemple là c'est un poids lourd qui a été acheté par une PME.
c'est l'Iveco N-Way comme poids lourd. On avait donc un coût d'achat en véhicule gaz de 102 000 € et le même poids lourd aurait coûté effectivement 88 700 € en motorisation standard diesel. Donc, du coup, si on fait le calcul, on avait un écart on devait avoir un écart de 26 000 € si mes calculs sont bons. Est-ce que j'arrive à 26 000 €? Oui, c'est ça, puisque, pardon, je vous ai dit 88 700, non, c'est le reste à charge. Le coût du véhicule était de 75 400 €. C'est pour ça. Donc, on arrive bien à 26 600 € d'écart entre le poids lourd gaz et le poids lourd diesel. Et du coup, nous, on a pris en charge donc 50%, soit une aide de 13 300 €. À savoir que cette aide, elle est potentiellement cumulable avec le suramortissement fiscal. Bon, donc là, ça dépend du résultat imposable. Je n'ai pas de chiffre à vous donner, hein. Mais pour dire que sur cet achat-là, le reste à charge, en dehors de ce suramortissement fiscal, pour le professionnel, a été de 88 700 €. Là où il aurait payé 75 400 € pour le même véhicule diesel. Voilà un petit peu pour les aides des véhicules GNV. On a un petit peu la même chose, la même philosophie pour les véhicules électriques. C'est basé sur le surcoût. Alors, le gaz, c'était basique, on avait mis 50% pour tout le monde. Là, sur le surcoût, c'est un peu plus compliqué. On n'a pas pu mettre 50% pour tout le monde. Pour les PME, c'est donc 45% du surcoût et 55% pour les TPE et associations, avec des plafonds appliqués là aussi. Donc, si je reste sur les TPE, ça va être 7 000 € pour une fourgonnette, jusqu'à 16 000 € pour un fourgon et jusqu'à 25 000 € pour un poids lourd. À savoir, très important, que ces aides sont cumulables avec la prime à la conversion et le bonus écologique, et vous allez le voir dans les exemples qu'on vous a mis. Vous voyez que ça peut être assez significatif parce que là, on a mis l'exemple sur un Kangoo avec un prix d'achat en électrique à 26 000 €. Le même achat à 11 000 €, le même véhicule qui aurait coûté 11 000 € en diesel. Ça veut dire qu'on avait effectivement un surcoût de plus de 15 000 €. Alors là, on a appliqué effectivement 7 000 €, puisque comme je le disais, on a ces plafonds qui se mettent en place. Donc, on a pu accompagner d'une aide de 7 000 €, sachant qu'à ces 7 000 € là sont venus se rajouter les 7 000 € de la prime à la conversion et les 5 000 € du bonus écologique. Donc, tout ça en cumulé, ça faisait 19 000 € d'aide avec les aides locales plus nationales. Donc, le reste à charge a été de 6 000 €, pour le coup, nettement inférieur aux véhicules équivalents en motorisation diesel. Et en sachant, on l'a mis en petit astérix, qu'on est en train de discuter avec l'État, vu qu'on a mis en place au 1er février la ZFE, on espère pouvoir avoir, donc ça je vous le confirmerai prochainement, mais on espère le cas échéant pouvoir bonifier un petit peu toutes ces aides, d'une surprime ZFE qui est accordée par l'État, qui pourra aller jusqu'à 1 000 € dans ce cas-là. Bon, mais déjà sans la surprime, on voit qu'on arrive à gommer, à totalement effacer le surcoût pour les véhicules électriques, avec même des coûts qui sont inférieurs à ce que serait le véhicule équivalent diesel. Je ne sais pas si, je crois qu'il y a un autre cas peut-être, je ne sais pas si on a un autre cas. Oui, si, voilà. On a un autre cas, sur un Peugeot, sur un fourgon expert, donc qui était affiché à 44 000 €, alors en neuf, et le même véhicule était effectivement à 30 000 € pour son équivalent diesel. Donc là aussi, on a fait le calcul donc du surcoût, 45% du surcoût, on arrivait à 6 000 € auxquels sont venus se rajouter 9 000 € de prime de conversion, plus 5 000 € de bonus écologique. Là aussi, sur les véhicules électriques, on peut avoir du suramortissement fiscal. Tout ça pour dire que le reste à charge a été de 23 000 €. Donc là aussi, on arrivait même à être inférieur au prix d'achat du même véhicule
véhicule en diesel. Donc, l'idée, effectivement, de notre présentation aujourd'hui, c'était de dire que pour le GNV, on arrive à avoir des aides qui n'effacent pas tout à fait le surcoût, hein, mais qui le réduisent de moitié, puisqu'on a une aide de 50%. Avec le suramortissement fiscal, on peut quand même arriver à se rapprocher du prix du véhicule équivalent en diesel. Et par contre, sur les électriques, vu qu'on peut faire bénéficier du bonus écologique et de la prime à la conversion, très concrètement, quand on a un véhicule électrique qui permet de répondre aux besoins, qui est adapté effectivement à vos utilisations, très concrètement, oui, on vous invite vraiment à nous solliciter, puisque là, ça peut permettre effectivement d'avoir des propositions tarifaires très intéressantes quand l'électrique répond à vos attentes. Voilà un petit peu pour nos aides. Juste peut-être pour terminer, ah oui, si on a passé tout à l'heure le mode de saisie, voilà, comment se passe la demande. Voilà, sur le montage du dossier, on a essayé de faire des choses qu'on espère assez opérationnelles, pas trop compliquées. Donc, c'est une saisie en ligne directement sur le site de Saint-Étienne Métropole. On vous a mis le lien dans la présentation. N'hésitez pas sinon à nous re-questionner, que ce soit directement la métropole ou Edel ou l'ALEC. Là-dessus, donc la saisie en ligne, on va simplement être amené à vous demander 7 ou 8 documents qu'on vous a listés dans les pièces justificatives. Très concrètement, ça va être le devis d'acquisition ou de contrat de location du véhicule. Ça va être effectivement le devis du véhicule équivalent diesel, des renseignements sur l'entreprise, notamment pour savoir son statut, si on est bien plutôt TPE, plutôt PME, etc. On a le besoin du répertoire. On aura besoin, alors pas du SIREN, ça va être le SIRET pour les entreprises. On aura la fiche descriptive des usages. Je suis passé un petit peu vite. On a une petite contrainte, effectivement, sur lequel on reste vigilant pour les fourgons, fourgonnettes notamment. Bien évidemment, on souhaite aider, mais des véhicules qui circulent. Ce que je veux dire par là, c'est pour que les véhicules roulent, on a fixé un kilométrage minimum de 10 000 km par an. Alors, 10 000 km par an, normalement, pour les professionnels, ils le font très facilement. Mais effectivement, c'est pour ça qu'on demande cette fiche de descriptif des usages. Et puis, le RIB, et du coup, vous verrez sur le site un dossier de demande, mais qui se fait en dématérialisé. Normalement, c'est pas trop. On a essayé d'être aussi pratique que possible, même si vous comprendrez, on a quand même besoin d'un minimum de renseignements pour allouer cette aide. Voilà un petit peu comment ça se passe pour le fonds à véhicule. Et juste pour terminer très rapide. Pardon, je te coupe. Oui, vas-y. Oui, sachant aussi que nous, à Edel, on est là pour accompagner les entreprises. Si vous avez une question sur ces aides-là ou sur le montage du dossier, n'hésitez pas à nous la poser parce qu'on est là pour accompagner les entreprises pour demander ces aides. Voilà. Juste pour ajouter. Confirme, voilà, tout à fait. Non, tu as bien fait de préciser tout ça. Et juste pour terminer très rapidement sur les autres actions pour accompagner, même si tu en abordais certaines d'entre elles, ça doit être le dernier slide, je pense que ça. C'est ce que tu veux parler. Je ne sais pas si on l'annonce sur les bornes de recharge électrique, sur les stations GNV, je ne sais pas si on l'a laissé ou pas. Non, mais s'il n'y est pas, ce n'est pas bien grave, puisque tu en as parlé tout à l'heure. Non, mais c'est bon. Non, c'était sur les bornes, mais sur les bornes, tu en as déjà parlé. Et voilà, pour moi, c'est terminé, du coup, sur la présentation. OK. Alors, voilà, je vous ai là la slide avec les contacts pour les aides de Saint-Étienne Métropole. Je ne sais plus si on l'a précisé, qui ne concerne que les entreprises qui sont situées sur Saint-Étienne Métropole. Tout à fait, oui, merci de la précision. En tant que métropole, on est autorisé à accompagner les acteurs du territoire, mais c'est vrai qu'on ne peut pas aider les entreprises extérieures au territoire.
Merci de cette précision. Je vois qu'il y a une question sur le champ d'intervention d'Edel. Donc, on intervient uniquement sur la Loire et pas sur la Haute-Loire. Je réponds à l'oral à cette question. Et pour les entreprises de la Loire, le numéro à appeler, je vous le mettrai quand je vais vous envoyer tout à l'heure la présentation. Je vous mettrai le numéro. Joanne, est-ce que tu voulais dire quelque chose sur le champ d'intervention d'Edel? Dans la plupart des autres départements, enfin pour les entreprises qui ont différents sites dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, dans la plupart des autres territoires, c'est les CCI en fait qui assurent les missions qui sont ici dans la Loire assurées par Edel. Voilà, mais on pourra vous donner les contacts des CCI si vous les cherchez et que vous ne les trouvez pas. Ok. On a donc terminé ce webinaire sur les ZFE et les aides pour le renouvellement du véhicule. Je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Donc, je vous laisse une minute si jamais vous voulez en faire une rapidement. Mais sinon, je proposerais qu'on s'arrête ici. Voilà, vous trouverez nos coordonnées quand je vous enverrai le mail après cette présentation. Et on a à votre disposition si vous avez des questions ou des cas particuliers plus tard. Okay. Voilà. Bah, écoutez, merci d'avoir participé. Et puis, à bientôt. Merci, bonne journée. Merci à vous. À bientôt. Merci.